une ode à la parole par Fanny Roux et la diatribe, c'est-à-dire la critique de la parole par moi-même. Et pour finir, David vous fera un discours sur la parole et le silence. Merci. Déjà toute petite, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, vraiment haute comme 3 pommes, j'allais voir mon père, je lui tirais sa veste vers le bas et je lui demandais « Mais papa, comment on fait pour bander ?» Mais en voilà une drôle de question, mais tu es trop petite et puis tu es une fille, tu n'as pas ce qu'il faut. Et vous allez voir, aujourd'hui je vais bander, aujourd'hui femme ou pas, je vais vous montrer. Aujourd'hui, vous allez voir que je vais bander, et bander pour de vrai. Alors me voici, 19 ans, toutes mes dents, à Montpellier, à plaider et à bander. Et je ne bande pas qu'un peu. Je bande beaucoup, je bande passionnément, je bande à la folie. Je bande à la manière de Romain Gary lorsqu'il écrit « Ce ne sont ni les trésors engloutis qui dorment au sein des grands fonds sous-marins que je suis allé chercher pour vous sur ces eaux » que l'art des conteurs arabes a peuplé de fabuleuses histoires, ni les perles que l'on n'y pêche plus guère, ni les rubis, émeraudes et diamants que l'or clandestin a transporté par les boutres aux mâts obliques vers les coffres des trafiquants indiens. Émeraudes, rubis, diamants, trésors, le lecteur lit, mais ses yeux à demi clos sont bandés et entrevoient les trésors de la mer Rouge. Et vous me voyez ? Et pourtant, vos yeux sont bandés, presque clos, à entrevoir les trésors de mon esprit, tous ces trésors que je suis allée chercher pour vous, au-delà même de la mer Rouge. Plaider, c'est bander. Et si je ne parvenais pas à bander, dirait-on de moi que je sais plaider? Et qu'attendez-vous de moi, si ce n'est que mes mots vous submergent, vous conquièrent, vous emmènent au bout de la terre, au soleil, en enfer? Plaider, c'est se plier à l'exercice de cacher vos yeux d'un voile et vous proposer une autre réalité que celle du quotidien, de cet horrible métro, boulot, dodo, qui ne ment pas, dénué de fioritures et d'ornements. Nous traversons le présent les yeux bandés, disait Kundera, et oui, parce que dans la vie, comme dans la plaidoirie, les yeux sont bandés. Et même la justice se bande. Voyez cette Thémis sublime qui porte son glaive à la main comme symbole du châtiment, sa balance dans l'autre pour l'équilibre qu'elle maintient et qui a les yeux bandés en signe d'impartialité. Plaider, oui, c'est bander. Et la justice se bande les yeux pour rendre des décisions objectives sans faveur ni parti pris. La plaidoirie pour la justice, pour vous comme pour moi, n'est-ce pas un grand voyage vibrant de beauté dans le monde des idées? En fait, pour être tout à fait clair, plaider, c'est bander. Et plaider, c'est aimer. Donc bander, c'est aimer. Et bander, c'est aimer parce que l'amour rend aveugle et que bander crée la vie et que la vie permet l'amour et que l'amour permet de bander et que bander permet de créer. Donc inévitablement, indéniablement, plaider, c'est bander. Et quand on plaide, on n'arrête jamais ce va-et-vient entre la thèse principale et les propos annexes. Et à celui qui plaide, à celui qui bande, mais ce va-et-vient soulage. Parce que oui, plaider, ça me soulage. Plaider, ce n'est pas seulement bander vos yeux, c'est aussi bander mon ego. Et je prends le train depuis Paris pour que vous m'écoutiez plaider, pour que vous me regardiez bander. Je prends le train pour 10 minutes où c'est moi qu'on regarde, il n'y a que moi qu'on écoute. Pendant 10 minutes, je suis le monde de chacun d'entre vous. Pendant 10 minutes, tout ce qui compte, c'est moi. Alors oui, plaider, c'est bander vos yeux, c'est bander mon narcissisme, c'est bander sous le coup de l'excitation, sous le coup de l'adrénaline, quand on ne s'y attend pas, quand il ne faut pas. Alors, je suis allée voir mon père, je suis allée voir ma mère, je suis allée voir ma sœur et tous mes professeurs et la sœur de la mère de ta cousine et je leur ai dit « Mais ça y est, je sais bander. » Mais, comme tous les hommes et toutes les femmes qui ont traversé les temps, après avoir eu exactement ce que je désirais le plus fort,
j'ai été déçue. Parce que la vérité, monsieur le président, monsieur du tribunal, c'est que bander, mais c'est bien. Hein. C'est bien. Mais c'est pas suffisant. Il faut se mouiller. Il faut y aller, il faut prendre des risques. Et moi, je sais faire ça. Prendre des risques. Ou plutôt, je veux apprendre, je veux faire mieux. Alors je lis. Je lis les plaidoiries de Gisèle Halimi, de Dupond-Moretti, de Badinter, de Garçon et de Moyard. Et je ne comprends pas. Je ne comprends plus parce que eux ne bandent pas les yeux. Mais au contraire, ils les ouvrent. Ils les écarquillent, ils s'attellent avec toute la hargne du monde à dénouer le bandeau des préjugés avec lequel nous nous voilons la face. Ils le jettent, ils le déchirent et ils disent « Mais regarde le lui que je défends, mais peu importe sa culpabilité, peu importe la monstruosité des actes qu'il a commis, peu importe les ombres qui dansent dans sa tête. Toi qui le hais, toi qui le crains, toi qui le méprises, mais regarde-le dans les yeux et ose seulement un instant lui nier son humanité. » L'avocat, c'est le médecin de ces âmes parfois presque mortes. C'est celui qui soigne, c'est celui qui guérit et qui bande les plaies de la victime, qui bande les plaies du coupable, qui bande les plaies de la justice. Alors oui, plaider, c'est bander. Et tout le rôle de l'avocat réside dans sa faculté à penser comment penser les blessures de ces hommes et de ces femmes meurtris par l'existence. Et c'est dur d'être un avocat. C'est dur de plaider, parce que oui, c'est dur de bander. J'aimerais vivre dans un monde où je peux bander pour bander, plaider simplement pour plaider, mais bander, plaider, tout cela exige l'émergence d'un rapport de proximité entre celui qui plaide et l'autre, l'émergence d'un rapport de proximité entre celui qui bande, entre vous et moi, entre l'avocat et le juge. On ne bande pas pour le plaisir. On bande bien pour une raison. Plaider, c'est une grande affaire d'intelligibilité du propos, de compréhension claire pour celui qui écoute. Plaider, c'est tenir un propos brinque-ballant de façon limpide et précise. Enfin, plaider, c'est tout simple, c'est pour convaincre. Et qui de mieux pour convaincre que la justice? Mais personne. Pourtant, la justice pleure, monsieur le président. La justice pleure parce que Robert Badinter, son fils adoré, lui qu'elle aime et qu'elle adore, lance horriblement dans une interview « Plaider, c'est bander, et convaincre, c'est jouir. » Le comble pour un chauve, c'est d'avoir un cheveu sur la langue, mais alors quel est le comble pour Robert Badinter, lui qui abolit la peine de mort? Mais c'est de dire que convaincre, c'est jouir, que convaincre, c'est une petite mort. Robert Badinter a tort et la justice pleure. La justice pleure parce que si convaincre, c'est jouir après avoir bandé, cela revient à dire que la justice, cette femme à laquelle nous dédions notre vie elle-même, ne peut pas convaincre. Mais s'il y a bien une personne, s'il y a bien une entité, s'il y a bien une idée qui nous convaincra, mais c'est la justice. La justice pleure parce que non, convaincre ce n'est pas jouir. Convaincre, c'est sentir dans le bas de son ventre une puissance s'élever sous le coup de l'excitation, mais ce n'est pas jouir. La justice pleure et Gisèle Halimi, Simone Veil, Aya Rafik et Blanche Simon-Duno, nous pleurons toutes parce que nous sommes encore une fois exclus et enfermés dans une prison absurde. Maintenant, regardez-moi, regardez-nous, regardez comme nous savons bander. Nous avons la clé, nous l'avons trouvée, et cette clé ne sera jamais cette phrase avec queue mais sans tête de Robert Badinter. Non, cette clé, c'est plaider, c'est parler, c'est l'humour et le trait d'esprit. La clé, c'est plaider et bander à n'en plus finir, plaider pour dire notre amour de la justice et de la vérité, plaider pour dire que bander est la plus belle des causes, plaider pour vous dire une chose, une autre et son contraire, plaider pour vous honorer et présenter mes respects à Montpellier, plaider enfin pour vous dire que les sujets Lysias, ce n'est vraiment pas de la branlette. Je t'approche le micro parce que juste. Tu préfères où là? Peu importe. La parole, l'art de la parole, la rhétorique, ce n'est pas gémir, ce n'est pas crier, ce n'est pas émettre quelque son que ce soit.
c'est bien plus que cela. La parole, c'est exprimer nos pensées les plus sincères, c'est exprimer nos pensées les plus profondes par le jeu des mots. Mesdames, Messieurs, cher public, Monsieur le Président, Monsieur l'assesseur, laissez-moi vous dire à quel point cette parole est belle. Laissez-moi vous dire à quel point cette parole est élogieuse et tout simplement vous faire l'éloge de la parole. Une éloge qui me paraîtrait bien compliquée à mon sens, sans vous dire à quel point la parole est positive, sans vous dire à quel point la parole est utile, à quel point la parole nous est nécessaire, aussi bien humainement parlant que socialement parlant. Cela va de sens. La parole favorise l'évolution de la société. La parole, je dirais même que c'est l'élément déclencheur de l'évolution de nos droits, de l'évolution de nos libertés. Je vous dirais que c'est parce que les hommes d'hier et les femmes d'hier ont pris la parole que nos droits et nos libertés d'aujourd'hui existent. C'est parce que des hommes, des femmes, il y a près de 200 ans, des révolutionnaires ont brandi l'arme de la voix, ont brandi l'arme des cordes vocales, qu'aujourd'hui je peux parler devant vous, je peux parler librement, qu'aujourd'hui nous pouvons rire de tout, qu'aujourd'hui nous pouvons tout simplement critiquer le gouvernement que nous avons en face de nous, qu'aujourd'hui je peux tout simplement manifester, faire la grève parce que le prix de l'essence est un petit peu trop élevé, qu'aujourd'hui je peux tout simplement librement m'exprimer. Alors je dirais merci à ces révolutionnaires, merci, il y a 200 ans, d'avoir pris la parole. Vous avez impulsé un mouvement nouveau, vous avez permis par cette impulsion, par cette liberté d'expression, une impulsion nouvelle. Vous avez permis la prise de parole, vous avez permis que des discours nouveaux viennent réécrire le cours de l'histoire, vous avez permis de changer le cours de nos vies. Et pour ne citer qu'un discours qui a changé, qui a fait évoluer le droit, je parlerai de celui du 26 novembre 1974, Madame Veil, le droit à l'avortement. Elle a pris la parole, elle nous a dit qu'il était absolument fondamental et nécessaire de nous donner ce droit, de nous donner la possibilité de choisir si nous voulions avoir un enfant ou non. Alors une fois encore, je vous dirai merci. Merci à ces révolutionnaires. Merci à ces révolutionnaires qui, grâce à cette parole, grâce à la nature humaine, grâce tout simplement à ce droit naturel, qui ont pu justement faire évoluer nos droits et nos libertés et qui, grâce à cette liberté d'expression, pourront encore faire évoluer ces droits. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, la parole, ce n'est pas seulement l'évolution. La parole, c'est l'épanouissement. La parole, c'est la joie. La parole, c'est la paix. Je vous dirais que la parole est bien connue pour être l'élément moteur, l'élément central de règlement des conflits. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons un litige, que faisons-nous ? Nous réfléchissons, nous discutons, nous prenons en compte les volontés de chacun et nous concilions, nous compromettons pour arriver à une solution. Alors finalement, la parole, c'est réfléchir. Et je dirais même que c'est le préalable à toute action. Et voyez-vous, la parole, c'est la réflexion, alors que l'action, c'est les réfléchissements, c'est l'impulsivité. L'action, ce n'est que la naissance des guerres, ce n'est que la naissance des violences, ce n'est que la naissance de la terreur, de la souffrance. Alors, finalement, on peut tout simplement considérer que la parole, c'est un outil de promotion de la paix sociétaire, mais aussi de la paix intérieure. Sur un plan plus personnel, nous le savons, nous sommes nés pour parler, nous sommes faits pour parler. Nous avons tous cette capacité en nous, une capacité égale. Alors le principe, c'est la parole, le principe, c'est l'expression de nos pensées. Et l'exception, c'est le silence, c'est le mutisme. Alors nous le savons, il y a bien des cas particuliers où la parole est bien moins puissante que le silence. Nous disons justement que le silence est d'or. Mais comme je viens de vous le dire, ce n'est qu'une exception, ce n'est qu'un cas particulier. Dans la plupart des cas, être réduit au silence sera bien pire que d'être obligé de prendre la parole. Mesdames, Messieurs, les victimes en tout genre, mais je vous ferai même part des victimes d'harcèlement, les victimes de viol, les victimes de violences conjugales qui bien trop souvent ne réussissent pas à prendre la parole, qui n'osent pas, tout simplement pas, à dire ce qu'elles ont sur le cœur, à révéler ce qu'elles ont vécu parce que leur bourreau les intimide encore.
Et je vous dirai que ce secret, ce qu'elle garde au fond d'elle, est bien pire que de le révéler. Ce secret les ronge de l'intérieur. Je dirais que c'est même un réel supplice. Leur corps leur fait payer. Ce secret les rend mal. Nausées, vomissements, insomnie, gorge nouée, estomac noué, et je vous dirais même crise de panique. Tout cela, ce n'est que leur corps, c'est que leur corps qui leur crie de s'ouvrir aux autres. Ce n'est que leur corps qui leur crie de se libérer, de poser enfin des mots sur ce qu'elles ont vécu, de poser enfin des mots sur ce traumatisme. Et une fois qu'elles auront libéré ce secret, une fois qu'elles auront parlé, ces victimes iront mieux. Alors, vous l'aurez compris, c'est parce que le silence est la cause de tous les maux, que la parole en est le remède ultime. Et cela, Platon l'avait déjà compris. Il y a des siècles de cela, Platon disait lui-même que la seule art de la rhétorique était le remède de tous les malades, des malades qui ne pouvaient pas ou qui ne voulaient plus se faire soigner. Alors, mesdames, messieurs, vous l'aurez compris, la parole est essentielle pour l'homme, est essentielle pour la société, si essentielle que nous ne pouvons nous en passer. J'aurais donc une ultime question à vous poser. Pourquoi ? Pourquoi promouvoir la parole ? Pourquoi promouvoir le silence ? Pourquoi promouvoir la guerre ? Pourquoi promouvoir la violence ? Pourquoi promouvoir le mal-être quand nous pouvons justement promouvoir le bien-être, quand nous pouvons promouvoir la paix intérieure, la paix sociale, quand nous pouvons finalement promouvoir l'art de la rhétorique, l'art de la parole, quand nous pouvons promouvoir la parole. Monsieur le Président, monsieur, éminent membre de ce jury, après une écoute attentive du discours de ma contradictrice, une analyse rapide mais pas moins complexe de ses propos, je me vois forcée d'arriver à une conclusion certaine. Il est parfois préférable de se taire. Alors vous me direz, mais quel culot! Quelle audace de venir là, ce soir, devant vous, lors d'un événement consacré à la parole, et de la critiquer, la bafouer, l'insulter même. Mais mesdames et messieurs, savez-vous véritablement ce qu'est la parole ? Dans un monde idéal, la parole serait synonyme de réflexion, un discours si bien pensé, argumenté, que nul n'oserait le contester. Un type là, devant vous, qui prononce chaque mot réfléchi, millimétré. Tout y est, le fond comme la forme, c'est parfait. Mais mesdames et messieurs, en réalité, ce type-là, il n'existe pas. Ce type-là, dans un monde où l'homme ne pense même plus, où l'homme ne fait que parler, parler sans penser, parler sans savoir. Et c'est là qu'est tout l'exercice de l'orateur. Qu'est-ce que l'orateur ? Si ce n'est un dandy empoulé devant vous, coiffé, cheveux gominés, costumé jusqu'au bouton de manchette. Ce type-là, il n'attend qu'une chose, c'est de vous parler. Mais vous parlez de quoi ? De quoi pourrait-il bien vous parler si ce n'est de lui ? Ces cheveux qu'il a mis 1 heure à coiffer, ce costume qu'il s'est fait tailler. Parce que pour lui, madame, plaider, c'est bander. Plaider, c'est véritablement bander. Quelle jouissance d'être écouté. L'orgasme vient aux applaudissements. Le plaisir est là. Mais l'homme, comme à son habitude, a toujours oublié sa partenaire, la réflexion. Alors la voilà dans un coin, son plaisir oublié, parce que lui ne pensait qu'à parler. L'orateur, il est vantard. L'orateur, il se pavane, comme pourrait le faire un jeune homme au premier rendez-vous, juste pour tirer son coup.
Alors après 2-3 vers et ces 3 rimes en ou, il vous assaillera de belles paroles, des paroles vides de sens, mais dont l'éclat vous rendra aveugle et vous conduira tout droit au creux de son lit. Alors seulement là, avec un peu d'espoir, peut-être qu'il se taira. Mais mesdames et messieurs, pendant toute une soirée, il vous aura dressé le portrait de quelqu'un qu'il n'est pas. Et alors, cette image peut durer une soirée, peut-être plus, mais quand le cœur n'y est pas, les masques finissent toujours par tomber. Ce sont ces masques, ces apparences, ces dorures qui révèlent toute la lâcheté de l'homme. Cet homme égoïste qui ne pense qu'à lui, ne parle que de lui. Cet homme-là, finalement, il ne se tait jamais, même quand il n'a plus rien à dire. Et alors il continue de vous parler, il crache son venin sur je ne sais quoi, je ne sais qui. Mais tout ça, pourquoi ? Pour combler ce vide, pour combler cette souffrance intérieure, tenter de se convaincre qu'il n'est pas que l'ombre de ses mots. Mesdames et messieurs, si ce soir je devais vous donner un conseil, prenez garde. Prenez garde à ce que vous dites. Prenez garde aux mots que vous employez, même avec celui que vous aimez le mieux, même en murmurant au creux du lit. Parce que le mot, une fois sorti, il prendra des jambes, il est dehors, il court, il vole. Au besoin, il prendra des ailes, il connaît la rue, l'adresse, il monte, il ne toque pas et rentre. Et dit, me voilà, je sors de la bouche d'un tel. En un instant, un mot, mal prononcé, mal interprété, vous avez un ennemi juré. Ces mots ne sont que le garde-fou. Le garde-fou d'une misère, la misère d'un homme, d'un cœur ou d'une âme. Cet homme qui n'avait que les mots, trop de mots, et qui n'a même pas pris le temps d'écouter ne serait-ce que le silence. Pourquoi parler ? Pourquoi parler face à ce silence qui veut tout dire ? Ce silence qui vaut 1000 mots, l'amour comme la haine, la joie comme les pleurs. Ce silence qui vous assaille. Ce silence, finalement, plein de vérité et de savoir. Monsieur le Président, Monsieur, éminent membre de ce jury, Mesdames et Messieurs, à l'instar de Guitry, je vous dirais que le silence qui succède du Mozart est encore de lui. Alors taisez-vous. Taisez-vous et écoutez. Monsieur le Président, Maître, cher public. Avant de commencer, je ne peux que constater que ce dandy au costume et à la cravate et aux cheveux gominés décrit par l'oratrice précédente ne pouvait concerner qu'une seule et même personne, moi. Alors effectivement, vais-je m'écouter parler ? Oui, assurément. Vais-je prendre du plaisir ? Vais-je bander ? Oui, assurément. Mais sans vous, cela n'est pas possible. La parole, disait Montaigne, est moitié à celui qui parle, moitié à celui qui l'écoute. Dès lors que vous m'écoutez, je peux parler. Dès lors que vous faites silence, alors la parole naît. Parole ou silence. Imaginez ce couloir, sombre, parsemé de lumière clignotante. Le lourd silence pèse et s'accable sur les épaules de ce jeune homme. Et ces cliquetis d'horloge qui résonnent dans le fond, et ses pas résignés le désolent. Il marche, la tête baissée. Arrivé au bout du couloir,
on lui demande s'il a des derniers mots. Et, par dépit, par ce poids du silence, il sait, ou du moins il se persuade, qu'à la seconde où il aurait prononcé ces mots, ces derniers s'évanouiraient. Alors, finalement, il se résigne encore. Il courbe l'échine, il baisse la tête et se tait. Mais à chaque seconde, les cliquetis de l'horloge lui brisent la peau. À chaque seconde, les battements de son cœur déchirent son âme. Et dans un jaillissement, tiré du silence assourdissant de la salle, il hurle « Je suis innocent !» Ces 3 misérables mots résonnent dans la salle et font frissonner tous les spectateurs de ce cirque macabre. Monsieur le Président, Maître, cher public, parole ou silence? Je dirais ni l'un ni l'autre, et à la fois l'un et à la fois l'autre. Les mots sont extraits du silence et ils y retournent s'ils sont bien utilisés. Alors, la parole d'abord. Cette parole est nécessairement précédée d'une pensée. Cette pensée, disait Platon, c'est le dialogue intérieur de l'âme qui se cherche. Et cette parole ne trouvera matérialisation, ne sera créée que finalement avec le mot. Une fois que vous trouvez le mot, vous trouvez l'idée. Et dans ce sens-là. Alors certains pourraient vous dire que la parole n'est que la représentation matérielle de l'idée, que la parole n'est pas pensée, mais qu'elle succède à la pensée. Or c'est faux. On ne pense que lorsqu'on parle, que lorsque l'on a réussi à poser des mots sur notre mal-être. Et j'en reviens à l'exemple de Fanny. Ce dialogue intérieur de l'âme n'est pas nécessairement en paix, n'est pas nécessairement serein, n'est pas nécessairement évident. Ce dialogue intérieur de l'âme trouvera réponse, trouvera résonance à travers les mots. Finalement, c'est les mots qui rendent la pensée claire, parce que c'est ces mots-là même qui sont créateurs. Et si les mots sont créateurs, ils font dès lors ressentir quelque chose. Une émotion, une réflexion, un sourire, un rire, un pleur, un frisson peut-être même. Et dès lors qu'ils sont créateurs, alors ils emprisonnent. Mais oui, c'est ce qu'appelle Heidegger l'être pour autrui. Nous pouvons entendre sans comprendre. Et dès lors que nous entendons, nous ne comprenons pas. C'est dans le chemin inverse, dans le sens inverse. Dès lors que nous comprenons, nous entendons. Pour faire plus simple, dès lors que la parole exprime notre vérité, notre idée, notre dialogue intérieur de l'âme, alors il est créateur. Et s'il est créateur, il va vous bousculer. Il va vous faire réfléchir. Il va vous emprisonner. C'est bien de paroles que sont tirées vos convictions, vos émotions, vos préjugés. Dès lors que quelqu'un parle, il peut à tout moment bousculer vos préjugés, bousculer vos convictions, bousculer ce en quoi vous avez toujours cru. Et à ce moment-là, vous êtes emprisonné. Et c'est l'exemple de ce jeune condamné, finalement. Il se tait face à ce silence pesant. Et c'est ce même silence qui le pousse, dans un dernier cri de désespoir, à hurler son innocence. Dès lors, il s'est libéré. Il s'est libéré de ce poids, mais il a emprisonné tous les présents dans cette salle. Tous ces présents, tous ces vivants qui vivront jusqu'à leur fin avec ce sentiment. Était-il innocent? Fallait-il le condamner? Fallait-il le guillotiner? La parole libère, mais elle enchaîne. Et pour les plus férus de mythologie d'entre vous, c'est finalement l'histoire de Prométhée, qui était le frère de l'époux de Pandore, de la fameuse boîte de Pandore. Prométhée, c'est une figure de la rhétorique. Et si vous suivez la rhétorique, la mythologie grecque, il y a eu 2 tragédies de Prométhée. Prométhée libéré, mais Prométhée enchaîné. La parole libère autant qu'elle enchaîne. Et c'est parce qu'elle libère autant qu'elle enchaîne qu'elle est insuffisante prise individuellement. Il est nécessaire de faire la place, de faire sa place au silence. Le silence, finalement, ce n'est pas un mutisme,
Ce n'est pas l'absence de bruit. Et c'est la thèse de Platon, le silence n'est pas l'absence de bruit, le silence c'est ce qui donne du sens. Le silence précède, le silence ponctue et le silence succède toute parole. Le silence, vous pouvez le voir matériellement. Par exemple, en art oratoire. En rhétorique, nous avons cette forme d'art oratoire, de technique oratoire qui est l'aposiopèse. L'aposiopèse, finalement, c'est ce petit silence en ponctuation ou à la fin d'une phrase qui vient rompre avec le discours, qui vient apporter de la profondeur, qui vient apporter une réflexion. Un peu à l'image de Céline. Céline, cet auteur qui est vraisemblablement connu pour sa ponctuation, ces 3 petits points. Et ces fameux 3 petits points ne montrent pas qu'il veut se taire, qu'il veut taire un propos, bien au contraire. Il se tait volontairement pour mettre en exergue quelque chose d'encore plus puissant. Et c'est là où le silence est tout aussi éloquent, si ce n'est plus éloquent que la parole. Le silence précède, le silence ponctue, le silence succède. Alors, depuis maintenant quelques années, quelques décennies, et cela a été dit, il y a un mouvement de libération de la parole. Et je ne peux que louer, nous ne pouvons que louer, nous en tant que juristes, fervents défenseurs des droits de l'homme, que la parole soit libérée. Mais, comme dirait Marc Bonan, ancien bâtonnier de Genève, tempérons cette parole. Nous sommes tellement à n'avoir rien à dire. Nous sommes tous des êtres inégaux, par essence même. Nous sommes inégaux physiquement, nous sommes inégaux intellectuellement. Certains ont, comme j'aime à le dire, une intelligence pratique. D'autres ont une intelligence conceptuelle. Et même dans cette intelligence, il y a une hiérarchie. Vraisemblablement, les hommes ne sont pas égaux, alors toute parole ne se vaut pas. Alors je vous en conjure, lorsque vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Découvrez ce bonheur du silence. Et peut-être que dans ce bonheur, dans ce silence, vous trouverez le mot juste, le mot qu'il faut. Au XVIIe siècle, un certain abbé Dunoir avait écrit un ouvrage nommé « L'art de se taire », ou plutôt « L'art du silence ». Et il explique que le silence, c'est l'art de renoncer. Et vous me direz, mais c'est en contradiction avec ce que tu viens de dire. Ce n'est pas renoncer. Non, il précise. Le silence, c'est renoncer avec l'intention de renoncer, avec l'intention de taire quelque chose pour mettre en évidence une autre. Alors, Monsieur le Président, Maître, cher public, quand vous serez à l'hiver de votre vie, vous aussi, ouvrez la porte. Marchez à travers ce couloir sombre, marchez à travers ces lumières qui clignotent, et si vous en ressentez le besoin, si vous en ressentez la nécessité, parlez. Et puis laissez-vous. Laissez-vous blottir. Laissez-vous envelopper par ce silence. Je peux vous dire que j'ai passé un excellent moment, comme je n'en ai pas passé depuis longtemps. Et quand je parlais d'excellence au début de cette séance, j'étais loin de me douter qu'on était arrivé à ce niveau. Et je pense à vous, notamment Monsieur Gonzalez, parce que vous avez progressé, parce que j'ai eu le plaisir de l'écouter l'année dernière, vous étiez déjà excellent, et vous progressez rapidement. Je crains la période où vous allez arriver dans votre profession. Madame Blanche Simon Duno, excellente, mais quand vous avez cité Romain Gary dans un discours sur Bandé, je vous rappelle que cet excellent auteur était paniqué par l'impuissance et je vous renvoie à son livre « Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ». J'ai beaucoup aimé votre intervention et effectivement, c'est assez provocateur. Je ne sais pas si les sujets sont imposés ou c'est assez provocateur, bravo pour le titre du sujet. Et effectivement, souvent, parler c'est bander.
et convaincre. Je ne sais pas si c'est jouir, mais c'est en tout cas un très grand plaisir. Dans ce duel sur la parole ou le silence, vous avez été excellent. Et c'est vrai que, et vous avez fait la synthèse, une sorte de synthèse, laquelle j'ai retenu une chose, c'est vrai qu'on connaît tous, et moi ça m'insupporte, et plus ça va, ça m'insupporte, des gens qui savent tout sur tout. C'est-à-dire que vous leur parlez de nucléaire, de chirurgie de la main, du droit fiscal, de la mécanique générale ou de l'aviation, ils vont vous donner leur avis sur tout. C'est pour moi la définition parfaite du con. Et les cons, effectivement, doivent apprendre à se taire et à écouter. Et je trouve qu'il est bon d'écouter avant de parler. Mais comme vous l'avez dit, le silence précède, le silence ponctue et le silence succède. Donc, je me réduis au silence et passe la parole à mon jeune et très brillant confrère. Vous l'imaginez un moment un petit peu redouté pour moi que de passer après le bâtonnier de mon ordre. Mais je vais essayer de vous faire quelques retours. Alors, je l'ai dit en propos liminaire, je savais par avance que vous alliez être toutes et tous excellents et à chaque fois vous dépassez mes attentes. Alors j'ai assisté à très peu de représentations d'ISAS, 2, et à chaque fois c'est formidable. Et je sais, pour avoir été à votre place il y a peu, à quel point il est difficile de se lever devant un amphithéâtre quasiment plein pour prendre la parole. C'est un exercice auquel M. Bâtonnier est peut-être plus habitué que nous, c'est très difficile, il faut beaucoup de courage. Et on est rarement déçu quand on le fait, parce qu'on se découvre beaucoup de choses. Alors, pour plaider et se bander, un sujet très intéressant, Madame Blanche Simon-Dunot, excellente. Excellente. Il y a cette phrase de Badinter, plaider c'est bander, convaincre c'est jouir. C'est intéressant parce que j'ai remis il n'y a pas très longtemps une interview de Badinter, qui, à l'époque, avait mis dans la bouche de son maître, c'est-à-dire celui qui lui avait appris sa profession, cette phrase, de peur d'être sanctionné par le Conseil de l'Ordre de Paris pour des propos contraires à notre serment de dignité et de modération. Et c'est bien de lui que cette phrase provient, il s'en est expliqué. Alors, le bâtonnier Martin n'est pas là, mais je vais devoir vous restituer une de ces anecdotes qui va peut-être vous faire sourire sur ce fameux passage à l'ordre des avocats où, je crois que c'était le bâtonnier Caléolois qui, jadis, était avachi dans un fauteuil de la cour, et 2 jeunes confrères arrivent et se rendent compte que sa braguette est ouverte. Et à l'époque, la parole était le respect du haut bâtonnier qui existe toujours, bien sûr, mais plus en beaucoup moins. Et donc, comment dire au bâtonnier Caléolois que sa braguette est ouverte? Alors, un des jeunes confrères, j'ai oublié le nom, le bâtonnier Martin vous le dira si vous le voyez, lui dit bâtonnier, je crains que vous n'ayez pas remis les choses en état. Et le bâtonnier Caléolois de répondre, mais mon cher confrère, ça n'est rien, à oiseau mort, cage ouverte. Alors ensuite, pour le duel, écoutez, c'était un duel de grande qualité. Pour vous, Madame Fanny Roux, il y avait beaucoup de fond, c'était très intéressant. Peut-être une expression que j'ai trouvée un peu plus timide que votre contradictrice, mais chacun a sa façon, je pense, de s'exprimer, de plaider. Et j'ai trouvé ça très intéressant de développer aussi le sens de la parole et son historique. Pour la diatribe, moi d'abord je suis impressionné par vous deux, vous avez plaidé sans notes. Ouais. Et ça, moi j'en suis incapable, mais incapable. Donc je tire mon chapeau. C'était très intéressant dans mon développement. On trouverait un aficionados du chronomètre, justement, auquel a fait référence le bâtonnier, avec ce fameux éloge du silence qui effectivement est très, très important dans notre exercice. Le bâtonnier le dira mieux que moi, parce qu'avec le silence, et avec cette phrase que vous notez, le silence c'est ce qui donne du sens de Platon, c'est comme ça qu'on imprime la résonance à ce que l'on dit. S'il n'y a pas de silence, les propos s'envolent et ne restent pas. Donc, bravo à toutes et tous, c'était magnifique. Je suis très content, je pense que c'est un très bon moment aussi. Et félicitations.
Et on compte sur vous pour nous réinviter. Hein. Alors, quelques propos afin de conclure la soirée et de la clôturer. Tout d'abord, merci de votre venue à tous. Il y a eu quelques complications, on s'en excuse par avance, on est vraiment désolés, mais je pense que c'est les aléas de tous les événements que tout le monde puisse faire. Merci à notre jury pour vos apports très constructifs et votre présence qui nous a beaucoup honorés. Et à nos merveilleux plaideurs pour ces plaidoiries vraiment super. Quelques retours sur les prochains événements que l'ISAS va fournir. Très bientôt, le procès fictif va faire son apparition au mois de décembre. Pour les membres adhérents, à partir de la semaine prochaine, je pense que vous avez reçu un mail pour les membres adhérents. Il y aura des élucubrations nocturnes qui vont se dérouler au Café des Arts. Nous aurons l'honneur de recevoir pour les premières élucubrations le futur bâtonnier maître Maxime Rosier. Également, on va aussi vous parler d'un projet qui nous tient à cœur et qui a éclos cette année, le projet Prison. Nous allons former en prison, qui est intitulé Les Voix oubliées. Nous allons proposer aux détenus et aux prévenus des formations adaptées afin qu'ils puissent plaider et qu'ils puissent améliorer leur prise de parole et leur information. Et ça sera vraiment adapté à eux et je pense que c'est un bon projet. Donc voilà, en vous remerciant à tous d'être venus et en vous remerciant de nous suivre également sur les réseaux sociaux et sur tous nos événements afin qu'on puisse faire une bonne année pleine en émotions et pleine en événements. Merci.